Ok, bonjour à tous. Je suis Alain Clot, président de France FinTech. Je suis ravi de vous retrouver pour ce webinaire qui prolonge la publication il y a quelques semaines de notre livre blanc Lutte contre la fraude et expérience client, deux points, le refus du dilemme. Je vous conseille vivement la lecture. Cette étude a été réalisée avec Onfindo, l'expert bien connu international du KYC et de notre écosystème de France FinTech. Euh, c'est une étude qui s'est appuyée sur plus de 20 entretiens avec des acteurs clés de l'écosystème et qui a été complétée par une enquête en ligne auprès de 50 décisionnaires des services financiers. Pas besoin de vous rappeler que la lutte contre la fraude, quelle qu'elle soit, c'est un thème majeur pour notre écosystème. Sécurité, ce n'est pas une option, c'est vraiment au cœur de nos modèles. Et évidemment, on tient à le montrer au marché, à nos clients, à nos régulateurs. Notre activité, elle repose par définition sur la sécurité et la confiance, qui est notre véritable capital. Vous savez tous que les fraudeurs sont créatifs. C'est même à ça qu'on les reconnaît, comme diraient les tontons snagueurs. Euh, il, faut leur en, il faut leur en savoir gré, car cela nous pousse à être plus mobiles, plus intelligents, plus inventifs. En deux mots, que les gendarmes continuent à courir plus vite que les voleurs. De fait, la fraude est de plus en plus élaborée, évolue rapidement. Les leviers pour lutter contre sont divers. Il y a des leviers réglementaires, technologiques, organisationnels et humains. C'est donc un thème d'innovation, de réflexion particulièrement riche sur lequel vont débattre dans un instant un panel d'experts qui ont eux-mêmes participé à la construction du livre blanc et de l'étude. Avant de laisser la parole à Aude, je tiens à remercier l'ensemble des contributeurs à cette étude, partenaires et membres de France FinTech, ainsi que notre régulateur superviseur, le CPR, qui est toujours présent et volontaire pour soutenir notre écosystème avec lequel on entretient un haut niveau de dialogue. Je remercie plus particulièrement Jean-Baptiste Bois de Floabank, Jimena Diaz d'Onfindo, Evan Prou de Lydia, Antoine Saudret de United Credit, Pierre Villeroy de Gallo de Boursorama, et puis Aude, chef de rubrique Mind FinTech, qui est notre modératrice. Voilà, je vous souhaite un bon webinaire. Parfait, merci beaucoup pour cette introduction Alain. Bonjour à tous. Donc, en effet, je suis Aude Fredouel, chef de rubrique chez Mind FinTech, d'animer cette table ronde sur la lutte contre la fraude à l'identité. Alors, pour ceux qui ne sont pas participants, je vous rappelle juste de vous mettre en mute. On le redit juste une fois pour être sûr que ça se passe bien. Et en effet, donc on va parler lutte contre la fraude. Je pense que c'est un secret pour personne ici. La lutte contre la fraude, c'est un sujet qui est vraiment stratégique et prioritaire pour les acteurs financiers. Non seulement parce que la fraude en tant que telle engendre des coûts quand elle n'est pas détectée, mais aussi parce qu'elle peut mettre en jeu l'image et la réputation des acteurs, et puis parce qu'elle les expose à des sanctions quand les dispositifs anti-fraude ne sont pas en conformité avec la réglementation. Et là encore, je vous renvoie à l'étude réalisée par Onfido et France FinTech qui détaille davantage tous ces enjeux. Donc la fraude, elle est multiple, mais on va parler tout particulièrement de l'onboarding des clients, parce que cet onboarding, il se fait de plus en plus à distance, voire 100% à distance chez certains acteurs. Et puis, cet onboarding, il concentre une bonne partie des risques de fraude. Et l'étape nécessite de mettre en place des dispositifs particuliers. Alors, d'abord pour détecter la fraude, usurpation d'identité, falsification de documents, souscription sous la menace, etc. Ensuite, parce que ces dispositifs permettent de se mettre en conformité. Et puis, enfin, une dernière question qui se pose, c'est avec ces dispositifs antifraude d'assurer un parcours qui sera assez fluide pour limiter les abandons des utilisateurs, ce qui est un vrai sujet, comme vous le savez tous. Donc aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de nouvelles solutions qui apparaissent, qui permettent de proposer justement des parcours fluides sur mobile, avec une analyse en partie automatisée, avec une vérification d'identité via des selfies vidéo et puis des vidéos de documents. Donc, on va profiter de l'expertise de nos participants qu'Alain vous a présenté pour partager ce qui a été mis en place ou ce qui va être mis en place dans leurs sociétés respectives en matière d'onboarding. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat tout au long de la session. N'attendez pas la fin et comme ça, j'essaierai de les prendre au fil de l'eau. Je pense que c'est plus intéressant pour vous d'avoir la réponse directement. Donc, vraiment, n'hésitez pas.
Alors, je vous propose de commencer par un petit état des lieux pour poser le sujet. Et Rimena, je m'adresse à vous parce qu'Onfido a publié une étude sur les évolutions de la fraude justement à l'onboarding. Donc, est-ce que vous pouvez déjà nous faire un petit tour d'horizon sur les évolutions récentes en la matière, les nouvelles techniques de fraude, à quoi on fait face Oui, aujourd'hui? absolument. Merci, merci Aude et merci à France FinTech pour l'organisation de ce webinaire. Et donc, effectivement, donc, chaque année, Onfido publie une étude sur l'évolution de la fraude. Celle d'octobre et de fin 2020 a été assez particulière parce elle fait suite à une digitalisation extrêmement importante et une accélération dans cette digitalisation dans la dernière année, plus une situation de pandémie, de confinement et qui a eu des impacts. Ce qu'on a vu malheureusement, c'est que la fraude a augmenté au niveau mondial. Donc, on a vu une augmentation de 41% des tentatives de fraude au niveau mondial. Et si je parle précisément de la France, cette augmentation a été de 29%, en arrivant à un niveau de tentative de fraude à 8,5% par rapport aux 6,6 qu'on avait avant. Ce qu'on a vu aussi émerger, c'est un certain nombre de nouvelles méthodes ou de nouvelles méthodes de fraude. Alors, on connaissait et on a vu s'accélérer les tentatives de fraude liées à la fraude de documents, c'est-à-dire on part d'un document volé ou d'un document qu'on retrouve dans les réseaux sociaux, sur Internet ou sur le dark web, on le manipule en changeant des noms, des numéros, etc. Et on essaye de passer avec ça, en changeant la photo par exemple. Ça, c'est un type de tentative assez connu. Et puis accompagné de ça, comme aujourd'hui, il y a de plus en plus donc, de vérifications d'identité comme celle d'Onfido qui sont une combinaison de la photo ou de la vidéo du document et de la photo ou de la vidéo biométrique, donc de la personne. Il y a des tentatives qui sont plutôt liées à donc des masques 2D, des masques 3D et des masques en fait en silicone qui eux, par exemple, se trouvent facilement quelque part sur Internet. Donc là, il y a un travail à faire pour lutter contre ces tentatives-là et pour les, disons, fraudeurs plus professionnels, on arrive à des tentatives autour des deepfakes pour essayer de présenter une vidéo de quelqu'un qui est potentiellement une vraie vidéo. Donc voilà, en gros, le type de tentative de fraude et à l'évolution de la dernière année, qui est clairement liée à la pandémie et bien évidemment à une combinaison de facteurs. On voit très bien quand la fraude augmente de façon massive, c'est essentiellement lié au fait que vous avez deux éléments qui se combinent. Un, les opportunités. Donc, plus il y a de la digitalisation, plus il y a des entrées en relation à distance, plus il y a des potentielles opportunités pour les fraudeurs. Et puis, deuxièmement, le deuxième élément, c'est le besoin. Ce qui a été, et je finirai par là, ce qui a été le plus surprenant pour nous, c'est de voir que c'est la fraude occasionnelle, et non pas professionnelle, qui, elle, est restée relativement stable à 1%, mais c'est la fraude occasionnelle qui a augmenté, représentant aujourd'hui en tentative de fraude environ 70% des tentatives. Donc, les fraudeurs occasionnels qui tentent, mais qui ne le font pas de façon très professionnelle et heureusement. Alors, Jean-Baptiste, je me tourne vers vous. Est-ce que vous pouvez rebondir sur ce qu'a dit Rimena et nous expliquer un petit peu chez Floa ce que représente la fraude à l'entrée en relation et donc, quand on parle de Floa, là, je parle en particulier de Floa Bank, de votre activité de bonjour, je suis Jean-Baptiste Bois, je suis responsable de la fraude pour l'établissement Floa. Juste avant de répondre et de compléter, je vous propose de donner en quelques mots qui est Floa. Floa, nous facilitons la vie des consommateurs avec des paiements fractionnés, des mini-crédits, des cartes bancaires. On travaille avec des grands e-commerçants, Cdiscount, Toscaro, SFR, Dressing, autour du voyage également, où on sait qu'on a connu des sauts dans l'activité à cause du Covid, et aussi des services financiers avec plus de 3 millions de clients et où on finance plus de 2 milliards d'euros de biens et services chaque année. Aujourd'hui, donc pour en revenir au sujet de la fraude,
On constate en effet une hausse perpétuelle. Chaque année, on doit observer autour de 20-30% du nombre d'attaques liées à la fraude, avec de plus en plus de professionnalisation de la part des acteurs, de la part des attaquants, qui usent de scénarios de plus en plus affûtés, professionnalisés, avec beaucoup de scénarios qui vont utiliser de l'ingénierie sociale, avec des personnes qui vont être mises en confiance, qui représentent peu de cas, en effet, sur l'année, en tout cas par rapport à toute la masse des fraudes moins sophistiquées que l'on peut observer. Malheureusement, les cas les moins nombreux, en tout cas sur des attaques très très ciblées, sont néanmoins des attaques qui peuvent faire très mal et qui peuvent être compliquées à arrêter. Donc tout le challenge, et c'est je pense le sujet de la table ronde d'aujourd'hui, c'est de pouvoir réussir à bloquer l'ensemble des attaques avec à la fois ces attaques plus compliquées à capter et les attaques plus simples à arrêter, tout en conservant une expérience client plus fluide, en mode, comme on le dit souvent, seamless, frictionless, donc sans couture et de manière transparente pour le client. Et tout ça, ça se fait uniquement, ou en tout cas beaucoup grâce à l'intelligence artificielle et aux algorithmes qui existent dans nos systèmes, le tout combiné avec de l'intelligence humaine, avec des experts qui savent comment analyser des cas d'usage, des cas clients, des cas légitimes, des cas non légitimes, et de réussir à accompagner le client et que la gestion de la fraude soit transparente et invisible pour le client ou du prospect qui est en train de demander un crédit ou un paiement, qui ne va pas forcément voir qu'on s'occupe de lui en termes de sécurité, mais en tout cas, tous les dispositifs sont allumés, branchés, pour permettre de mieux l'authentifier et de ne pas l'entraîner dans une faille de sécurité qui permettrait d'ouvrir par exemple des crédits à son nom, à son identité, sans forcément qu'on puisse s'en rendre compte. Alors justement, pour entrer dans le concret de ce qui est fait pour lutter contre la fraude à l'onboarding, et notamment pour parler de ce que j'évoquais en introduction, hein, les solutions d'authentification avec selfie vidéo qui sont quand même en train de se généraliser sur le marché. Evan, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne chez Lydia? Ce qui est intéressant, c'est que vous avez donc décidé d'intégrer en interne les process KYC et vous avez récemment mis en place justement des outils de vérification vidéo et biométrique. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ça? Comment est-ce que ça a été mis en place? Est-ce que c'est systématisé sur tous les parcours? Et puis, quels résultats vous observez versus ce que vous utilisez avant, les selfies photos, il me semble. Ouais, tout à fait. Donc, en gros, chez Lydia, aujourd'hui, la particularité, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est que l'entrée en relation, elle se fait exclusivement à distance. Enfin, modulo les quelques comptes qu'on ouvre directement sur les campus. On avait vraiment besoin d'avoir un KYC qui soit fort. Et en l'occurrence, chez Lydia, aujourd'hui, on ouvre entre 120 000 et 150 000 nouveaux comptes par mois et on en KYC jusqu'à 80 000 tous les mois. Donc, le volume est important. On ne peut pas se permettre non plus de laisser passer, en effet, des fraudeurs dans la maille. Donc, aujourd'hui, en effet, chez Lydia, on a fait le choix de développer la majeure partie de nos solutions en interne directement. En l'occurrence, aujourd'hui, on a en effet implémenté le selfie vidéo depuis à peu près 1 an maintenant, avec la génération d'une phrase aléatoire également qui permet de vérifier la liveness de la vidéo. Et par ailleurs, depuis là quelques semaines seulement, et c'est pas encore accessible à toute la base, on est en déploiement progressif, on réalise également la vidéo, enfin la prise vidéo des pièces d'identité. En effet, dans le passé, on s'appuyait principalement sur du statique. Ça, c'est l'évolution naturelle des process aussi, comme vous le disiez, en fonction des pratiques des fraudeurs eux-mêmes. Mais c'est vrai qu'en passant d'une prise de photo statique à une prise de selfie vidéo, par exemple, de l'utilisateur, on a réussi à diminuer drastiquement nos tentatives de fraude au KYC, parce que c'est très facile de trouver le selfie de quelqu'un sur Internet une fois qu'on lui a volé sa pièce, voire même d'arriver à lui voler tous ses documents. Il y a des méthodes assez simples aujourd'hui pour récupérer des docs. La prise de vidéo en live, c'est beaucoup plus difficile à contourner. Et en effet, ça demande des technologies un petit peu plus avancées, des réseaux un petit peu plus professionnels pour faire des deepfakes et des choses de ce type-là. Et la prise de vidéo de la pièce vient aussi en complément de cette approche-là, puisque même sur les pièces d'identité, en statique, de la même manière, on en a parlé tout à l'heure avec Onfido, c'est facile de faire un bon Photoshop, d'apposer une photo sur une vraie pièce.
Et évidemment, quand elle est filmée, ça devient beaucoup plus compliqué lorsqu'il y a mouvement, check des reflets, déclenchement du flash de manière aléatoire, et de créer une vidéo toute pièce qui donne l'illusion d'une vraie pièce d'identité. Donc, c'est vraiment des choix qu'on a choisi de porter en interne parce que, voilà, comme je le disais, vu les volumes qu'on a et vu la réactivité qu'on souhaite avoir maintenant vis-à-vis des réseaux de fraudeurs, c'était important pour nous d'avoir la main sur ces systèmes-là. Donc, c'est systématique, c'est utilisé sur tous les parcours d'onboarding. Alors justement, là, ça fait le lien avec le sujet du webinaire d'aujourd'hui. En effet, chez Lydia, aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation de KYC au premier euro. On a une exemption jusqu'à 150 € échangés sur 30 jours. Pour des raisons de fraude, on aurait envie de pousser le KYC évidemment dès l'onboarding, mais on veut aussi garantir une expérience client qui soit la plus vite possible. En l'occurrence, on a quand même un certain nombre de nos utilisateurs qui téléchargent l'app au début, principalement, non pas pour la stack bancaire, mais plutôt pour le remboursement entre amis. Et le KYC, ça peut être quelque chose qui, paradoxalement, peut être perçu comme agressif, en fait, ou comme intrusif. Donc, aujourd'hui, on propose le KYC dès que l'usage du compte on dépasse ce seuil-là, et aussi à travers un certain nombre de mouvements clés d'utilisateurs dans l'app quand ils visitent nos offres. On a un certain nombre de nos offres aussi avec nos partenaires qui sont exclusivement réservés aux utilisateurs KYC. Donc, on va pousser le KYC à des moments stratégiques pour maximiser la conversion et pour que ça se fasse surtout au moment où, que ça ne soit pas vu comme une contrainte et comme juste une évolution naturelle de l'usage dans l'application. Et sur les résultats, qu'est-ce que vous avez pu observer en termes de KYC frauduleux depuis que vous avez mis en place ces solutions vidéo? Alors en fait, souvent on réagit. Enfin, on parlait tout à l'heure du jeu du chat et la souris. En général, on pense à ces choses-là parce qu'on voit passer des choses qui nous plaisent pas. Et en l'occurrence, sur le selfie vidéo, nous, on avait détecté un certain nombre, en effet, sur le selfie, enfin, sur la photo statique de KYC qui passait les mailles ou en tout cas qui était bloqué qu'au niveau du check humain. Et donc du coup, juste en implémentant le selfie vidéo, on a vu une diminution d'au moins 30% de nos tentatives de ce qu'on appelle fake ID chez nous. Après, évidemment que tout ça évolue encore une fois. Et là, voilà, le fait de passer à la prise vidéo de la pièce, c'était justement pour compléter tout ça. Et on sera peut-être amené à prendre d'autres mesures dans les mois qui viennent si on constate des schémas de fraude qui arrivent à passer les mailles. Et c'est ça, l'idée, c'est toujours de rattraper la souris suffisamment rapidement. Et encore une fois, c'est pour ça qu'on développe nos solutions en interne, c'est pour avoir cette réactivité-là. Alors, pour avoir un autre témoignage, Antoine, vous, chez United, donc contrairement à Lydia, vous faites appel à des solutions externes, comme d'ailleurs environ 2/3 des acteurs financiers selon le livre blanc Unfido France FinTech. Mais alors, vous m'expliquiez que vous ne les utilisez pas systématiquement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez mis en place, dans quel cas vous utilisez ce type de solution, et puis les résultats que vous avez pu observer? Oui, tout à fait. Alors, bonjour, merci pour l'introduction. Nous, côté United, effectivement, on a des solutions de type vérification vidéo, mais pour les mêmes raisons qui ont été évoquées précédemment, on considère que ça ne vaut pas le coup de l'imposer à l'ensemble de nos clients. Je pense que c'est un mot qui reviendra effectivement beaucoup autour de cette table ronde, mais l'impression de dilemme est quelque chose qui est vraiment présent à nos esprits quand on fait des propositions, en tout cas qu'on refond ou qu'on transforme notre dispositif de détection de fraude. On a quand même on est depuis donc 2011 pardon, actif en France, donc on commence à avoir quand même une certaine base client qu'on connaît. Certains ont déjà fait des crédits chez nous, reviennent parce qu'ils sont satisfaits de l'expérience, et on essaye au maximum de s'appuyer sur cette connaissance qu'on a de notre historique client, bien sûr en gardant en tête les contraintes qui peuvent être liées par exemple au RGPD ou des choses comme ça. Mais en tout cas, on essaye de s'appuyer un maximum sur cette connaissance client pour adapter notre profil, ou en tout cas notre parcours vis-à-vis de la fraude. Et effectivement, sur des personnes qu'on connaît, qui sont déjà venues, qui ont on va dire des patterns, des informations qui restent stables dans le temps, ou alors qui sont vérifiables via des organismes tiers, on permet voilà, des parcours, on va dire, plus simplifiés par rapport à la fraude que des personnes qu'on ne connaît pas ou dont on n'a pas du tout de traces d'existence, on va dire, réelles sur Internet ou autre. Donc effectivement, c'est vraiment cet état d'esprit de dilemme entre effectivement augmenter le niveau de contrôle anti-fraude et garantir l'expérience client la plus fluide et simple possible, ce qui fait partie vraiment de notre proposition aussi commerciale. Et donc, dans quel pourcentage des cas, à peu près, vous utilisez ces solutions
Alors, nous, on a une approche, effectivement, comme le disait Evan, mais je pense que la majorité des acteurs utilisent ces mêmes types d'approches. Donc, on est vraiment sur une approche qui est basée sur l'intelligence artificielle, des algorithmes qui permettent vraiment de détecter un niveau de score de fraude en fonction de certains paramètres. Et on essaye d'exposer les profils les plus risqués, on va dire, à hauteur presque de 20%. Donc, c'est vraiment la règle des 80-20 qui est la règle classique dans ces cas-là. Et ensuite, dans les alertes qui sont générées, ou en tout cas qui sont à traiter, on s'adapte aussi à la capacité opérationnelle des équipes derrière à pouvoir traiter ces alertes. Donc, c'est à la fois un ordre de grandeur, on va dire, théorique, mais aussi un ajustement opérationnel qui peut s'effectuer. Si on a plus de ressources, on peut abaisser ce seuil pour pouvoir augmenter notre niveau de revue de fraude. Au contraire, si on a des périodes où on a beaucoup d'activités, on va être malheureusement un petit peu tendance à l'ajuster à la hausse de manière à pouvoir faire en sorte que les analystes puissent traiter le dossier et garantir un temps de réponse de l'ordre de 24 heures, qui est on va dire, notre promesse commerciale également. Et en termes ces choix-là, ils sont guidés vraiment par des questions de parcours client, ou est-ce qu'ils sont également guidés par des questions de prix, en se disant à quel moment est-ce que j'ai un retour sur investissement, c'est quand le ROI avec la fraude est assez facile à trouver en réalité. Donc, ce n'est pas vraiment des sujets qui sont compliqués d'un point de vue ROI à justifier. Là, ça sera vraiment plutôt sur l'aspect parcours client, où effectivement, on risque de perdre beaucoup de gens si on impose une vérification effectivement en vidéo à chaque fois. On peut également être amené à demander des pièces complémentaires par rapport au set de pièces basiques. Et le but, comme je pense pas mal de personnes aussi, c'est de pouvoir rendre cette approche frictionless et de proposer de manière transparente un parcours adapté au profil fraudeur de la personne. Quelqu'un qui sera suspect, entre guillemets, va se voir demander dès la fin du tunnel de souscription plus de documents, plus de choses à fournir que quelqu'un qu'on connaît bien ou qu'on a forcément une relation d'affaires établie. Et justement, alors quels sont les retours des clients sur ces selfies vidéo? Est-ce que, en termes de formation, alors j'imagine que c'est forcément plus compliqué qu'un voici qui serait très simplifié, mais par rapport à des uploads de pièces justificatives ou autres, est-ce que les taux de transformation sont meilleurs? Alors, c'est assez compliqué de répondre à cette question parce que, vu qu'on réserve ce type d'authentification à des profils qu'on juge suspects, on a forcément beaucoup plus d'abandon, on va dire, que sur un parcours classique où des clients vont être, on va dire, normaux. Donc, on se doute qu'une partie des personnes qui abandonnent, c'est parce qu'ils ne veulent pas se soumettre à cet exercice pour des raisons, on va dire, de sécurité pour eux. Et il y a une autre partie peut-être qui est vraiment liée à la contrainte que ça représente, d'autant qu'on a un désavantage par rapport peut-être à d'autres acteurs, c'est qu'on propose également nos solutions sous format, on va dire, ordinateur familial. Vous pouvez depuis l'ordinateur familial souscrire un crédit sur Internet à une étude de crédit. Pas tous les ordinateurs familiales sont équipés d'une webcam. Donc, cette épreuve supplémentaire est aussi conditionnée au matériel que la personne peut avoir chez lui. Si on est sur du 100% mobile, effectivement, c'est beaucoup plus simple de pouvoir proposer dans tous les cas, ou en tout cas systématiquement quand il y a un doute, cette solution. Sur environnement ordinateur, on va dire, c'est beaucoup plus compliqué. Donc vous le proposez quand même On s'adapte en fonction, et c'est quelque chose qui va du coup rentrer également dans notre algorithme de fraude, le type de machine utilisée. Alors, justement, je fais rebondir Pierre pour savoir comment ça se passe chez Boursorama. Alors, on pense que chez un acteur comme Lydia, typiquement, qui est présent que sur mobile, avec des utilisateurs qui sont très jeunes, peut-être que ce genre de selfie vidéo va être accepté plus facilement que chez des acteurs plus traditionnels, même si Boursorama reste une banque en ligne avec une clientèle qui reste assez jeune. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, donc vous avez mis aussi en place un parcours donc avec Liveness biométrie depuis quelques mois, je crois, sur l'application. Vous avez totalement refondu le parcours d'onboarding. Quel a été alors déjà le gain de temps pour ouvrir un compte sur Boursorama, et puis quel retour vous avez eu de la clientèle? Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, nous, il faut voir d'où on part. On est effectivement entre guillemets un vieil établissement par rapport à certains acteurs. On a probablement été les premiers à faire de l'ouverture de comptes 100% à distance. Et donc notre historique, c'est vraiment du web. Donc aujourd'hui, on recrute
plus de 700 000 clients par an et l'essentiel font du web. Et quand je dis web, c'est, on va dire, un parcours un peu traditionnel avec pas mal de plots de pièces et donc effectivement un temps assez long de traitement entre finalement le début du parcours et le moment où le client est véritablement client chez nous, c'est-à-dire qu'il a accès à son espace client. Selon les cas, parce comme il y a plus vous avez de documents à fournir, etc., plus potentiellement il va y avoir des erreurs, demande de documents complémentaires. Bref, tout ça peut aller jusqu'à finalement 1 voire 2 semaines. Or, effectivement, l'enjeu, comme pas mal des participants l'ont dit, c'est le seamless, frictionless, machin, et donc quelque part le Graal un peu du temps réel. Peut-être l'autre particularité de Boursorama, c'est que quelque part on a une offre bancaire complète, et donc il y a plein de produits chez Boursorama. Il y a plein de produits qui peuvent d'ailleurs générer finalement de la fraude, ou en tout cas pas toujours de la fraude, c'est pas aussi de l'abus quelque part. C'est pas forcément évident de faire la distinction entre le vrai fraudeur animé de mauvaises intentions et puis celui qui finalement va nous faire perdre de l'argent sans que ce soit forcément intentionnel. Mais toujours est-il que comme on a du découvert, on a des cartes de crédit à débit différé, et puis on a bien sûr de nombreux crédits. Donc le fait d'avoir tout ça fait que à l'entrée chez Boursorama, il faut être d'autant plus vigilant. Et puis ça a été dit, juste un dernier point, hein, pour moi l'entrée en relation, c'est vraiment des forces un peu contraires. Si j'écoute quelque part le marketing acquisition, ils vont me dire comment je fais pour avoir un truc temps réel en demandant le moins de pièces possible et ouvrir un compte comme chez Amazon pour simplifier. Si j'écoute la FIDE, ils vont me dire comment je fais pour vendre dans ce moment un peu magique entre guillemets ou pousser le maximum de produits. Bien sûr, si j'écoute la direction de les aspects réglementaires, là, il y a tout le set qui s'impose à nous, et là, encore plus en tant qu'établissement de crédit, peut-être par rapport aux positions à certains acteurs. Et puis, on en a parlé, le risque et la fraude, où là, si je les écoute, il faut que je demande effectivement plein de documents, tout ce qui va permettre effectivement de lutter efficacement contre la fraude. Et puis, le dernier point, c'est que derrière, il y a effectivement des traitements, des back-office. Il n'y a pas que d'ailleurs l'identification de la personne. Hein. Il y a quand même tout un tas de choses qui s'imposent à nous. Et donc, l'idée, c'est comment je vais pouvoir automatiser ces back-office et faire quelque chose de plus industriel possible. Et donc, toutes ces forces-là, elles s'opposent. Donc, et donc, c'est le curseur, trouver le meilleur équilibre entre tout ça. Bon, bref, une fois que je vous ai dit tout ça, pour répondre à votre question, effectivement, donc nous, on avait cet enjeu un peu du temps réel versus on va dire les 10 ou 15 jours par rapport à un parcours web actuel. Et donc, effectivement, on a pas mal bossé là-dessus pour proposer un parcours qui, à ce jour, est encore alternatif. C'est-à-dire que le client a le choix entre passer quelque part sur notre parcours, on va dire, traditionnel web avec le plot de pièces, un traitement manuel en back-office de contrôle des pièces, etc. Et un contrôle, effectivement, pour lequel on a fait le choix d'être 100% via l'application mobile. Donc là, il y a une déviation à partir du web où il est renvoyé finalement sur l'application Boursorama. Et donc là, à travers effectivement un système de vidéo, et on a essayé autant que possible de se mettre déjà en cible un peu de l'ANSSI, c'est-à-dire effectivement avec prise de vidéo, toute cette logique-là pour être demain dans cette autant que possible, encore une fois, dans ces contraintes de l'ANSSI pour pouvoir faire du temps réel ou du quasi-temps réel à l'ouverture de compte. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu? Donc, il me semble que ça vous a permis, par exemple, de ne plus demander le justificatif de domicile, qui est souvent un frein quand même sur les parcours d'onboarding. Alors bon, ce sujet, effectivement, aujourd'hui il y a une distinction entre les deux parcours, c'est pas véritablement lié à la vidéo, etc. Mais voilà, effectivement, dans ce deuxième parcours, l'enjeu, au-delà du fait de pouvoir prendre une vidéo, etc., si on veut faire du temps réel, il faut effectivement pouvoir automatiser au maximum le contrôle des documents, et donc tous les documents qui sont compliqués à automatiser, dont le contrôle est compliqué à automatiser, autant que possible, on a réussi à ne plus les demander.
Donc, effectivement, il n'y a plus de JDD dans ce parcours. Il y a uniquement la carte d'identité ou le passeport. Plus, bien sûr, le selfie. L'autre enjeu, en automatisant une partie comme ça des contrôles, et puis en fluidifiant le parcours sur mobile avec un parcours plus rapide, etc., c'est aussi de réduire tous les appels que votre service commercial va pouvoir recevoir sur le parcours web. Effectivement, là encore, hein, c'est un parcours, c'est vraiment un ensemble de plein de choses. Donc, il y a cette phase-là dont on parle, qui est l'objet de ce webinaire, donc c'est la partie des photos, etc. Mais vraiment, c'est tout un ensemble de choses. Et donc, plus le parcours va être simple, va être un peu d'un bloc, finalement, plus il va être naturel et moins, effectivement, les gens vont nous appeler pour poser telle ou telle question. Et donc, ça, c'est effectivement un des achievements au-delà de la réduction massive du temps de parcours. Alors pour moi, quand j'en dis temps de parcours, c'est pas tant le fait de faire le parcours qu'encore une fois, le fait d'être client chez Boursorama et donc le passage de 1 ou 2 semaines à 5 minutes pour être clair. Mais effectivement, quasiment plus aucun appel entrant à ce moment-là, alors qu'on avait un service quasiment, enfin on a encore un service quasiment dédié pour les nouveaux clients et les accompagner dans ce parcours. Alors, pour rebasculer vers un autre acteur qui est, disons, un peu plus traditionnel que Lydia ou United, Jean-Baptiste, est-ce que vous pouvez nous raconter, je crois que vous êtes en train de tester, vous, chez Floa, justement des solutions d'authentification vidéo. Il me semble que vous aussi, vous avez fait le choix de les utiliser ponctuellement, selon le score de fraude. Est-ce que vous pouvez nous décrire ça ? Oui, aujourd'hui on inscrit notre analyse et notre lecture de la fraude et nos systèmes défensifs de lutte contre la fraude avec ces nouvelles technologies basées sur de nouveaux usages, tels qu'en effet le KYC en photo ou en vidéo. On s'est essayé à des tests sur différents parcours pour bien mesurer justement l'impact que ces dispositifs vont avoir sur l'expérience client et sur la captation de la fraude et sur notre capacité à pouvoir écarter des fraudeurs. Et quand je dis écarter des fraudeurs, enfin, je comprends qu'on est tout à fait aligné sur les différents dispositifs et les techniques des uns et des autres. Au final, là, il y a 2 choix à faire, hein, c'est-à-dire qu'il y a un choix à faire parmi deux possibilités. C'est notamment éviter la fraude, donc faire en sorte que la tentative de fraude qui arrive dans l'établissement en question soit purement et simplement neutralisée et qu'elle n'atteigne pas les systèmes et qu'elle aille, par exemple, chez d'autres par rapport à des fraudeurs qui seraient industrialisés, qui voudront aller jusqu'au bout, coûte que coûte, parce qu'ils ont des dizaines de milliers d'euros à récupérer, voire davantage. Ou sinon, faire un pas de côté, c'est-à-dire plutôt que de repousser l'attaque, c'est de la diriger vers un canal particulier. C'est-à-dire que soit vers un canal ou vers un entonnoir particulier, c'est-à-dire que si jamais on va contraindre l'utilisateur à rentrer dans une phase de KYC avec photo ou vidéo, le fraudeur ne va pas pouvoir passer par ici. Il va être coincé, sauf s'il fait appel à des techniques plus avancées dont on a parlé précédemment, par exemple du face swap, des choses comme ça, ou des masques, c'est des choses qui existent aussi sur des scénarios sophistiqués. Mais en attendant, la plupart va être soit bloquée, soit la banque, si c'est une banque ici, propose un parcours alternatif pour le client qui ne souhaite pas justement ou qui n'a pas la possibilité d'être pris tout de suite en photo parce qu'il est peut-être dans le métro, il faut penser à la mobilité des usages et aussi par rapport à ceux qui ne seraient pas équipés. Donc la banque en général va proposer une porte de sortie et c'est dans la connaissance de cette porte de sortie côté fraude et en accord avec le commerce qu'il s'agit de mettre en place une stratégie en multicouche pour pouvoir justement se satisfaire de certains risques sur certains canaux versus adapter le processus lorsqu'on pense qu'il y a un risque important. Donc ça, c'est une partie qui est vraiment très importante pour bien regarder, apprécier l'impact par rapport à l'expérience client et ce que l'on va faire, entre guillemets, des fraudeurs. On peut, entre guillemets, jouer avec eux. On peut les avoir repérés depuis le début et puis les laisser aller plus ou moins loin pour ensuite les gérer. Et comme on l'entendait aussi précédemment, je pense que c'était côté Boursorama ou United, pardon, il y a en effet un vrai sujet opérationnel côté back-office, notamment côté analyse fraude, de pouvoir adapter l'effort à la menace et aux flux qui peuvent exister.
En effet, si vous avez des plateaux avec des analyses fraude qui sont très occupés parce qu'on a une activité commerciale très forte ou parce qu'on est dans une période de creux, à ce moment-là, il faut être capable de jouer avec les différents indicateurs. Pour revenir sur la question de comment on peut mettre en œuvre ce type de technologie et ce que l'on en fait, on a fait différentes expériences et en effet, on est en train de travailler pour conditionner cette question posée aux clients, à savoir se montrer en photo ou en vidéo ou pas du tout, en fonction des risques de prospects, suspects, déjà clients, pour justement apporter ce type de dispositif spécifique uniquement sur les cas qui méritent d'être confirmés, peut-être sur des cas qui auraient été plus compliqués à vérifier, pour le faire dans un temps de. Donc, en tout cas, tout le challenge, c'est justement de réussir à embarquer tous les clients et tous les demandeurs de crédit ou de paiement concernant Floa vers la porte de sortie, le tout en étant sans couture, mais tout ça s'inscrit forcément dans un dispositif, moi ce que j'aurais tendance à appeler multicouche en défense en profondeur, c'est-à-dire une multitude de couches, mi-poreuses, mi-étanches, qui vont être très compliquées à traverser toutes globalement, mais qui peuvent être plus faciles à traverser unitairement. C'est-à-dire que si je vous demande un justificatif de domicile, c'est assez simple de faire une contrefaçon, une falsification de justificatif de domicile, voire d'en demander un authentique, d'en obtenir un authentique et de le fournir. Pareil sur la pièce d'identité. Je ne vais pas dévoiler tout ce qui compose l'ensemble des couches, mais ce type de technologie tel que propose Onfido et ses concurrents et confrères doit s'inscrire dans une approche plus globale de la lutte contre la fraude, dans l'intérêt du client et des victimes d'usurpation d'identité notamment. Et alors justement, vous avez été plusieurs à évoquer donc la professionnalisation de la fraude et puis des techniques type deepfake, type vidéo de vidéo, masque, etc. Rimena, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces sujets-là? Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut lutter contre ces menaces et ces techniques ultra professionnelles et élaborées? Oui, effectivement, donc ce qu'on voit, et on l'a vu, tout le monde a fait la remarque, les techniques sont de plus en plus professionnelles et quelque part, la fraude a toujours la même problématique qu'on a pu avoir à l'époque, j'aime bien la comparer à l'époque des virus et des antivirus, il faut être au top et connaître et avoir la dernière version de l'antivirus pour s'assurer qu'on ne va pas laisser passer un virus. C'est pareil pour la fraude, il faut effectivement évoluer avec les fraudeurs à la même vitesse. Aujourd'hui, ce qu'on voit, et c'est un peu la direction qu'a pris effectivement la réglementation en France et dans d'autres pays d'ailleurs, c'est il y a deux types de besoins en ce qui concerne la vérification d'identité. Il y a, et nous on le divise un peu entre les acteurs réglementés et les acteurs qui ne le sont pas. Les acteurs réglementés, les acteurs qui ne sont pas réglementés, je vais commencer par eux parce que ça va être assez rapide, et qui ont des besoins purement de gestion de risque, vont plutôt avoir tendance à utiliser la photo d'une pièce d'identité et un selfie, à aller plus vite et avancer. Donc, je parle par exemple des secteurs dans le transport ou autres. Les secteurs réglementés, et donc c'est un peu le sens et ce que toutes les personnes qui sont en train de parler dans ce webinaire représentent. Là, on a effectivement la problématique de pouvoir bloquer des niveaux de fraude beaucoup plus expérimentés, parce que les conséquences en plus sont bien plus risquées. Et là, ce qu'on a vu et ce que nous, chez Onfido, on a mis en place, c'est clairement, il y a deux éléments. D'un côté, c'est la détection donc, du vivant, et donc ça a commencé par la biométrie. Ça, c'est quelque chose qui a été mis en place depuis plusieurs années. Donc, avoir ce que nous, on appelle un liveness vidéo de la personne, en lui demandant de faire des gestes et de dire quelques mots, ce qui, donc, dans le cas de Onfido, ça nous permet d'avoir 4000 combinaisons possibles et donc potentiellement de freiner toute tentative d'utiliser des vidéos qu'on pourrait récupérer dans
dans les réseaux sociaux ou dans le dark web pour essayer de faire passer une personne pour une autre et donc d'avoir une usurpation d'identité. Cela a été en plus poussé vers la capture du document en vidéo aussi. Ça, c'est un peu l'évolution qu'un certain nombre de pays sont en train de prendre. Et puis à ça se rajoute un élément qui est assez important, et quelques acteurs en ont parlé, c'est l'approche hybride, c'est-à-dire le fait de combiner la vérification automatique avec une vérification manuelle. OnFidoD 2012, dès sa création, a démarré avec une approche hybride parce qu'on a toujours considéré qu'il fallait prendre un petit peu le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire qu'on sait très bien que la machine va être capable de détecter des choses qui sont peut-être invisibles à l'œil humain, des retouches de pixels, des éléments qui sont des retouches de lettres qui sont très difficiles à détecter de façon claire, mais l'humain va lui pouvoir faire deux choses. La première, c'est analyser les tentatives de fraude que la machine aurait vues comme suspectes et puis réapprendre à la machine donc, et réinjecter cette information dans le système d'intelligence artificielle pour s'assurer qu'on évolue, donc le principe d'évolution sur les nouvelles tentatives. Et deuxièmement, voir des choses qui ne sont pas forcément des tentatives de fraude, qui sont par exemple des prises de vue de mauvaise qualité ou autres, et ne pas se retrouver à bloquer des personnes. Et là, on revient à la question de user experience, ne pas se retrouver à bloquer des personnes parce que la photo était un peu floue, mais en réalité, il n'y a aucune raison de s'en inquiéter, ou la vidéo était un peu était pas prise comme l'intelligence artificielle aurait aimé qu'elle le soit. Donc ça, c'est les deux points, et qui permettent derrière d'avoir toujours, et c'est l'objectif pour nous, d'avoir toujours une longueur d'avance sur les nouvelles tentatives de fraude. Il y a derrière des technos qu'on utilise qui nous permettent, par exemple, de détecter qu'on est face à une vraie vidéo et pas à la vidéo d'une vidéo. Et donc ça a comme objectif, et on le fait aussi sur les selfies ou sur les photos, qu'on n'est pas face à une photo d'une photo. L'objectif, c'est de se rapprocher le plus possible de cette entrée en relation à distance qui est équivalente quelque part à une entrée en relation en face-to-face. Donc, du coup, s'assurer qu'on est face à une personne qui vient à peine de prendre la vidéo de son document ou la photo de son document, et qui vient à peine de prendre le selfie et la vidéo de sa biométrie, son liveness, et qui nous les soumet dans la minute dans laquelle il l'a fait. Et cela, et si on revient à la user experience, dans un temps le plus limité possible. Alors, nous, on est capable de faire la combinaison automatique plus manuel en moins de 5 minutes, et clairement là on rentre dans le côté frictionless, le côté expérience utilisateur le plus rapide possible, parce qu'on sait très bien que plus on rajoutera des éléments, plus on risque de perdre les gens au fur et à mesure. Alors, je rebondis justement sur ce que vous disiez sur la nécessité d'avoir une solution qui serait hybride avec un contrôle manuel. Et d'ailleurs, selon l'étude OnFido France FinTech, 81% des sondés disaient qu'ils optaient pour une solution hybride, donc avec une vérification manuelle, contre, je crois, 5% pour une solution automatique. Et alors, ça rentre typiquement dans le cadre de ce qui a été présenté par l'ANSSI. Donc justement, j'en profite pour, Rimena, vous demander de faire un petit point là-dessus pour qu'on sache où on se situe. Les solutions comme OnFido vont pouvoir être certifiées par l'ANSSI en tant que PVID, donc prestataire de vérification d'identité à distance. Est-ce que vous pouvez nous donner les points principaux qui ont été donnés dans le cadre de l'ANSSI ? Oui, si je donne un tout petit peu de contexte avant, donc pourquoi l'ANSSI a été quelque part sollicité par la direction du Trésor et donc la CPR sur ce sujet, c'est dans le cadre de la transposition de ce qu'on appelle la ML5, la 5e directive. Donc cette transposition a eu lieu le 13 février 2020, et dans cette transposition, l'objectif
d'avoir une possibilité d'avoir des PVID qui rentrent en jeu permettrait de quelque part pour les opérateurs, pour les sociétés réglementées qui font de l'entrée en relation à distance, d'utiliser en fait deux mesures complémentaires qui sont nécessaires dans cette entrée en relation pour s'assurer qu'on fait un bon KYC, d'utiliser cela dans le cadre d'un PVID qui serait certifié par l'ANSSI. Donc, dans ce cadre-là, l'ANSSI a travaillé sur un référentiel qu'ils ont publié en mars de cette année. Ce référentiel permet à des sociétés comme Onfido ou d'autres qui sont dans le même secteur d'activité de pouvoir demander, de pouvoir quelque part être certifié pour des questions de sécurité et de s'assurer que on a un processus donc, de vérification d'identité qui respecte les règles de sécurité nécessaires à la mise en place de cette directive. Il y a 3 éléments un peu principaux dans ce référentiel. Le premier est celui d'avoir une approche hybride avec une vérification manuelle systématique. Donc, en fait, on peut démarrer dans l'automatique, mais il faut que systématiquement, il y ait quelqu'un en manuel qui vérifie chacune des vérifications d'identité. Le deuxième point, c'est d'avoir une capture dynamique du document et des éléments biométriques, donc en l'occurrence qu'on a pu parler de vidéo du document et vidéo de la personne, pour justement éviter un certain nombre d'attaques potentielles que les photos pourraient avoir et se retrouver avec un cadre dans lequel on a une preuve du vivant et donc dans lequel on peut bloquer un certain nombre d'attaques dont on a parlé précédemment. Donc ça, c'est les 3 éléments principaux et qui ressortent de cette demande. Et bien évidemment, pour nous, ce qui est important, ce que nous, on ajoute et qui est un peu en dehors des demandes potentielles de l'ANSSI, c'est la question dont on parle aujourd'hui de l'expérience utilisateur. Comment pouvoir, tout en respectant la réglementation, s'assurer d'avoir une expérience d'utilisateur fluide. Ça a été pour nous une des préoccupations principales quand on construit ou quand on travaille sur nos offres. On a souvent beaucoup de travail autour de UX et autour des retours clients pour s'assurer qu'on ne perd pas, qu'on n'ait pas de chute de taux de transformation au fur et à mesure des parcours. Alors, on a plusieurs questions réglementation dans le chat, donc j'en profite pour vous les poser. D'abord, est-ce que ces solutions relèvent d'une authentification faible substantielle de l'ANSSI ? Alors, je ne sais pas ce que c'est qu'une authentification faible substantielle, parce qu'en fait, en termes de… il y a plusieurs niveaux dans IAIDAS. Il y a effectivement faible, il y a substantiel et il y a high. Donc, faible substantiel, je pense que est une combinaison qui ne fonctionne pas forcément, mais ça correspond en tout cas. L'objectif de l'ANSSI, effectivement, serait plutôt de se retrouver au niveau substantiel, ce qu'on appelle substantiel, ce qui n'est pas… high au niveau IAIDAS, mais pas faible non plus. Le niveau du milieu. Et une deuxième question sur la 6e directive donc de lutte anti-blanchiment. Qu'est-ce qu'elle va changer dans la lutte contre la fraude à l'identité par rapport à l'existant, notamment en termes de réponse pénale ? Alors, là, juste pour rappel, le premier niveau de l'ANSSI est la transposition de la 5e directive. On n'en est pas encore, on n'en est pas encore à la 6e qui normalement devrait être transposée, mais donc il n'y a pas de ce point de vue-là. Je pense que l'objectif principal est quand même de s'assurer qu'on ne peut pas laisser passer des fraudeurs et donc on se retrouve avec moins de fraude et donc de limiter l'usurpation d'identité. Après, est-ce que en termes de lutte contre la fraude, la 6e directive va un cran au-delà en termes de réponse, mais ce n'est pas ce qui est aujourd'hui analysé dans le cadre actuel de la certification de l'ANSSI dont on parlait. D'accord. Alors, je continue avec les questions du chat. Je pense que ça s'adressait à Antoine tout à l'heure. Que se passe-t-il si l'un de vos clients utilise une nouvelle carte d'identité qui n'est pas inclue dans votre base de données ? Alors, dans le cadre de Onfido, donc aujourd'hui, on travaille sur environ 4500 pièces d'identité, donc on est assez large, mais si jamais… en général, déjà, il y a dans le processus et pour aider
le onboarding et aider à la compréhension du onboarding, le client final va devoir faire un choix. Est-ce que je présente ma pièce d'identité? Est-ce que je présente mon passeport, etc. Et donc, en général, il saura, avant même prendre la vidéo ou la photo, que sa pièce d'identité est acceptée ou pas parce qu'elle est acceptée par notre service ou pas. D'accord. Et je reviens juste sur la question précédente, sur les quantifications faibles ou substantielles. Et la personne, donc Aline Fauvarque, précise, il manquait une virgule, mais j'aimerais la réponse. Est-on ou pas au niveau substantiel? Donc vous aviez l'air de dire que c'est ce vers quoi veut tendre l'ANSSI. C'est vers là où ils tendent. Après, c'est là aujourd'hui, ils ont fait un référentiel qui prend en considération donc un certain nombre de demandes à eIDAS, et donc la tendance, c'est le niveau effectivement substantiel. Oui, la réponse est oui. Et alors, j'ai une autre question. Je ne suis pas sûre. On va essayer de la décrypter ensemble. Peut-être qu'Evan va pouvoir répondre à ça. La question, c'est avec l'open banking, en cas de fraude, à qui revient la responsabilité de fraude, la banque ou la fintech? Alors, je ne sais pas exactement dans quel type de parcours open banking la question est posée. Je ne sais pas si c'est plus clair pour vous, Evan, peut-être. En l'occurrence, aujourd'hui, en effet, on a un parcours alternatif qui est possible en termes de KYC. C'est-à-dire qu'en effet, on ne peut pas forcer l'utilisateur à faire un selfie vidéo. Donc aujourd'hui, nous, on peut lui demander de synchroniser un compte bancaire externe à son nom, puisqu'il y a des modalités soit de réception, soit d'émission de virement dans ce que propose l'AML5. En l'occurrence, s'il y a un utilisateur qui se KYC et qui a dans ses modalités de KYC une synchronisation d'un compte bancaire externe, s'il y a fraude, entre guillemets, c'est à nous de faire les vérifications, entre guillemets, enfin, c'est nous qui décidons de donner le KYC ou pas à l'utilisateur. Si la question porte plutôt sur le fait qu'il y a des acteurs bancaires qui demain vont pouvoir par ailleurs peut-être fournir leur KYC sur étagère, là du coup c'est un autre sujet et en l'occurrence c'est vrai que si dans le cadre de l'open banking on peut imaginer demain des services API de je sais pas une banque établie qui dit bah voilà moi j'ai fait le KYC de cet utilisateur là, il est certifié, je peux vous le fournir, vous le pousser par API. Bah dans ce cas-là, en effet, si c'est l'acteur qui l'a réalisé et que nous, entre guillemets, on paye pour ce service-là, ça me semble plus logique que ça soit du côté, la responsabilité soit du côté de la banque établie. Je suis pas sûr d'avoir répondu à la question, mais en tout cas, voilà les deux manières d'approcher le sujet selon moi. N'hésitez pas à repréciser s'il y a besoin pour la question. Mais j'en profite pour rebondir parce que c'est vrai que ce n'est pas un sujet qu'on a évoqué, mais quand on parle de KYC, c'est un vrai sujet de se poser la question de qui peut devenir plus ou moins fournisseur demain. Est-ce que demain, Lydia pourrait être un fournisseur de KYC pour des tiers également? Oui, on peut l'imaginer. Alors après, j'avoue qu'on est très occupé aujourd'hui sur tous les sujets cœur de métier qui sont les nôtres, donc le déploiement de notre offre bancaire. Mais c'est vrai que comme on est nous-mêmes en train de faire certifier une solution auprès de l'ANSSI, on peut tout à fait imaginer demain que on soit capable de proposer ce service-là et de pousser, comme je disais, un petit peu en mode API, genre un KYC à des acteurs tiers. Alors c'est pas cœur de stratégie aujourd'hui pour des raisons évidentes, puisque bon, on se concentre encore une fois plutôt sur notre business bancaire, l'acquisition client et la croissance de notre base. Mais en effet, c'est un sujet qui pourrait arriver sur la table à un moment ou à un autre. En tout cas, encore une fois, vu les volumes qui passent par notre application et ce que ça représente en termes de coûts, par exemple, le sujet KYC et les solutions internes, c'était stratégique. Et on peut tout à fait imaginer, en effet, aller chercher un ROI là-dessus un peu plus tard en proposant la solution à l'externe. Et une autre question dans le chat pour justement un peu prospective, est-ce que l'identité numérique va être la parade ultime contre la fraude à l'identité? Bah, moi, je veux bien prendre la parole sur ce sujet. Effectivement, enfin, pour compléter ce que disait Evan, je pense que finalement, toutes les banques, tous les établissements bancaires, à un moment, font une sorte d'identité numérique à l'entrée en relation, donc ils seraient en capacité, d'un point de vue théorique, d'aller la proposer à d'autres. Je suis pas effectivement sûr que ce soit le business model alternatif des banques de demain. En revanche, qu'il y ait un tiers, en l'occurrence, pourquoi pas étatique ou quasi-étatique, qui génère cette identité numérique et qui fasse que nous, en tant que banque, on puisse utiliser cette identité numérique,
me paraît, en tout cas à moi, effectivement, une solution hyper intéressante. D'ailleurs, Boursorama, on avait été, je crois, les premiers à pousser le bouton France Connect, alors qui à l'époque n'avait très peu de valeur juridique. C'était quelque part, comme je disais, une sorte de Facebook Connect un peu amélioré, mais à peine. En revanche, demain, si France Connect, il y en a d'autres fournisseurs d'identité numérique, arrive avec une vraie promesse de vraie identité numérique au sens où on entend, et partage à la fois cette identité et pourquoi pas demain des documents dont nous on a besoin d'entrer en relation, typiquement des documents fiscaux ou autres. À mon sens, effectivement, c'est quelque chose d'hyper intéressant. D'ailleurs, comme ça a été un peu fait en Belgique, je pense à travers, je ne sais plus, Itme, ou non, je ne sais plus exactement comment s'appelle le service, mais c'était un peu dans cette logique-là. Ouais. Moi, personnellement, j'y crois beaucoup. Après, on verra si j'ai raison ou pas. Et alors, je vois qu'on arrive bientôt au terme, mais je me permets de déborder un tout petit peu pour poser une dernière question encore pour ouvrir un petit peu le débat. Je crois que c'était avec Antoine notamment qu'on en avait parlé en préparant cette table ronde. Quand on pense au KYC de demain et aux façons de simplifier la tâche et de simplifier les parcours, il y a un sujet aussi qui est celui de la mutualisation avec pourquoi pas des plateformes, on a vu des propositions de plateformes blockchain entre acteurs pour mutualiser un certain nombre d'informations de KYC. Il y a des initiatives surtout pour le KYC des corporates aujourd'hui. Je pense à Swift, je pense à Conformity, à Clippeum, etc. Est-ce que sur le segment des particuliers, on pourrait voir émerger des initiatives similaires? Bon, on en avait discuté, donc je me permets de reprendre un petit peu la parole ici, mais effectivement, je pense que c'est pour moi une des prochaines étapes, alors qui ne sera pas forcément atteignable demain, mais qui serait vraiment de pouvoir mutualiser la connaissance des fraudeurs entre établissements qui sont confrontés à des profils très similaires. Donc là, je pense à tous les acteurs autour de la table, mais il y a également tous les acteurs type banque, on va dire plus traditionnels, qui pourraient être également partie de cette. J'ai parlé effectivement, on avait discuté des principes de blockchain qui pourraient être appliqués ici parce que effectivement, les principes blockchain permettent en partie de répondre à des problématiques, on va dire, liées à la confidentialité des données et de par leur approche, en ne fonctionnant que par hash, permet de, voilà, d'échanger des informations uniquement entre les personnes qui la détiennent déjà. Donc ça, c'est un aspect qui est assez important. C'est assez compliqué dans le sens où en France, on est encore en tout cas, le système français est très fermé à des fichiers qu'on pourrait nommer comme fichiers positifs, comme on peut avoir dans d'autres pays européens, donc avec les bureaux de crédit notamment, qui permettent d'avoir une vue assez globale à 360 sur l'état, on va dire, ou la capacité financière d'une personne et son niveau d'endettement auprès de chacun. En France, c'est quelque chose qui est très, très fortement repoussé par notamment les grands établissements bancaires qui ont une mainmise, on va dire, sur la donnée de leurs clients et qui ne souhaitent pas forcément partager cet avantage commercial avec les nouveaux entrants comme nous. Donc c'est pour ça que des solutions type blockchain peuvent permettre, voilà, de à la fois répondre aux contraintes RGPD en s'assurant que, voilà, la donnée n'est pas utilisée à tort, ou en tout cas ne représente pas un danger pour les utilisateurs, mais également cet aspect, on va dire, coopération entre établissements qui permettrait de s'assurer qu'on ne partage l'information avec que des personnes qui l'ont déjà, ou en tout cas qui sont habilitées à avoir une réponse de notre part. Je n'ai pas forcément de réponse, on va dire, technique à ça. Nous, on essaye en interne de pousser déjà ce type de problématique pour, au cas où dans le futur, on puisse, voilà, l'utiliser et l'ouvrir à des acteurs externes. United travaille de plus en plus avec des partenaires externes, donc avec notamment Lydia, Kevin, qui est autour de la table, mais on en a plein d'autres on en a plein d'autres qui arrivent aussi. Et on voudrait, voilà, permettre au maximum de pouvoir faire profiter de notre expérience de la fraude et des fraudes qu'on a identifiées par le passé à ces partenaires également pour se dire, bah, si on a réussi à détecter un fraudeur, que les partenaires de United n'aient pas la chance, on va dire, de les rencontrer également dans leur parcours. En tout cas, c'est intéressant de voir que voilà, on a cette généralisation des PVID qui vont bientôt pouvoir se faire certifier pour faire le KYC. Et puis ensuite, à peut-être plus long terme, des questions d'imbrication des PVID dans des identités numériques avec plus de coopération entre acteurs pour faciliter et puis lutter contre, je pense que vous en avez tous fait le constat, cette fraude de plus en plus professionnelle et organisée. Parfait. Bah, je vous remercie tous de votre participation et de vos témoignages.
Désolée pour les soucis techniques et intrusion de début de session. Voilà, ça a pimenté un petit peu le début, mais on a été tranquille après, donc tant mieux. Et alors, je ne sais pas si du côté de France FinTech, vous voulez clore un petit peu la session. En tout cas, voilà, je remercie tout le monde et n'hésitez pas. J'espère avoir fait toutes les questions du chat, mais voilà. Ouais, et moi, j'en profite pour te remercier toi, Aude, et puis l'ensemble des intervenants. J'espère que c'était instructif pour tout le monde. Voilà, merci à tous en tout cas. Merci. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci. Merci.